La jeune étudiante Anya Blanchard, 19 ans, va comme s'évaporer dans la soirée du 23 octobre 2019, alors même qu'elle venait tout juste de déposer son frère, Elijah, chez lui. Les deux habitent la ville d'Auburn et fréquentent la même université. Alors après avoir déposé son frère à 23 h, elle a pris la direction de son domicile. Frère et sœur habitaient à seulement 10 minutes l'un de l'autre. Sur la route, elle a échangé plusieurs messages sur Snapchat avec sa colocataire, Sarah. Puis à 23h09, Anya semblait conclure les échanges avec un dernier message expliquant qu'elle était sur le point de rentrer, n'étant plus qu'à une poignée de minutes de leur domicile. Mais voilà, une demi-heure plus tard, Anya n'est toujours pas rentrée. Alors Sarah lui a de nouveau envoyé un message lui demandant cette fois si elle était sortie. Et ce message reste sans réponse. Alors, Sarah géolocalise Anya, elle constate qu'elle est située au niveau d'un complexe d'appartements situé non loin de là. Alors Sarah s'est dit qu'Anya avait probablement changé ses plans pour rejoindre des amis. Elle lui a envoyé un message lui demandant si finalement elle était sortie sans elle. Et cette fois, la minute d'après, à 23h40, Anya a répondu « Je fume un blunt, lol ». C'est étonnant puisqu'Anya ne fume rien et surtout pas de l'herbe. Elle n'avait même jamais utilisé ce mot, blunt. Alors Sarah lui a demandé avec qui elle fumait, ce à quoi Anya a répondu Eric. Sarah lui a demandé qui est ce Eric. Il est vrai qu'elles n'ont aucun Eric dans leur entourage, ce à quoi Anya a répondu je viens de le rencontrer. Sarah, curieuse, lui a demandé et elle n'aura plus de réponse. Il est alors 23h47. Avant de dormir, Sarah géolocalise une dernière fois son amie. Elle constate qu'elle est toujours dans les parages, dans la ville, mais plus de son, plus d'image. Anya va disparaître de la surface de la Terre. Que lui est-il arrivé? Découvrez aujourd'hui la triste histoire d'Anya Blanchard. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La belle Anya Hailey Blanchard est née le 22 juin 2000 à Homewood, dans l'Alabama. Elle est la fille d'Elijah Blanchard, un pasteur et homme d'affaires originaire de Birmingham, aux États-Unis et non en Angleterre, ainsi que la fille d'Angela Hailey Harris, qui est infirmière pédiatrique. Le couple a divorcé alors qu'Anya était encore enfant. Ils ont chacun refait leur vie, mais il est à noter que la maman, Angela, a rencontré en 2004 un célèbre combattant de l'UFC, qui est une compétition d'arts martiaux mixtes, un certain Walt Harris, qu'elle a épousé en 2010. Ce Walt a toujours considéré les enfants d'Angela comme les siens, il les a vus grandir. Il a rencontré Anya alors qu'elle n'avait que 3 ans. Et d'ailleurs, il aura d'autres enfants avec Angela, et au moment des faits, en 2019, il est vrai qu'il jouit d'une véritable notoriété. Il est alors classé 9e mondial et est considéré comme une étoile montante de l'UFC. La belle Anya, quant à elle, était diplômée du lycée Homewood, où elle pratiquait avec passion le softball. Au moment de sa disparition, elle était en première année à la Southern Union State Community College, où elle étudiait l'éducation de la petite enfance, suivant ainsi les pas de sa mère. Son frère avait quant à lui intégré l'université l'année précédente, et c'est en 2018 qu'Anya l'y avait rejoint, et qu'elle avait trouvé d'ailleurs un appartement à seulement 10 minutes de chez Elijah. Anya est connue pour sa gentillesse et sa générosité. Elle faisait toujours passer les besoins de ses proches avant les siens. Elle était sérieuse, elle était très famille, très amie. Alors quand sa colocatrice ne l'a pas vue rentrer de la nuit, elle s'est d'office inquiétée. Les deux amis avaient même l'habitude de se géolocaliser. Sarah a déclaré « Elle me disait toujours où elle était et quand elle serait à la maison. On avait l'habitude de géolocaliser sur nos iPhones. Depuis le jour où j'ai rencontré Anya, elle m'a toujours dit que sa plus grande peur, c'était d'être kidnappée ou assassinée. Par exemple, dès qu'elle rentrait, elle vérifiait toujours chaque pièce. Elle me disait même quand elle faisait des cauchemars à propos de ça. » Alors Anya, qui se volatilise comme ça, non, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que Sarah a rapidement alerté la famille d'Anya lorsqu'elle a constaté, à son réveil, dès le lendemain, que la jeune femme n'était toujours pas rentrée. Et c'est Elijah qu'elle va appeler en premier. Et Elijah, le frère, a été étonné d'apprendre la nouvelle de l'éventuelle disparition de sa sœur. La veille, tout était normal, à après que la famille s'était rendue
à l'enterrement d'un ami à 4 heures d'Auburn et immédiatement après le service, vers 19 heures, frère et sœur avaient dû partir car ils travaillaient le lendemain. Alors, le réflexe d'Elijah, ça va être de passer un coup de téléphone au travail d'Anya. Anya est babysitter. Donc il appelle la mère des enfants qu'elle garde et apprend qu'elle n'est pas venue garder les enfants ce matin. Or, Corinna, la maman des enfants, dira qu'Anya était la nounou la plus fiable qui lui ait été donnée de rencontrer. Jamais Anya ne l'avait plantée comme ça. Ensuite, Elijah a appelé son beau-père, lui disant qu'Anya avait disparu, et la maman, qui avait l'habitude d'avoir sa fille en FaceTime tous les matins, avait appelé ce matin-là, mais ses appels étaient restés sans réponse. Ceci explique sans doute cela. Les parents fous d'inquiétude se précipitent alors immédiatement au domicile d'Anya et ils vont tout de suite comprendre que quelque chose cloche lorsqu'ils trouveront le chien d'Anya chez elle. Il s'appelle Blue et il est resté seul toute la nuit. Or, jamais Anya n'aurait laissé son chien seul toute la nuit. Elle le considérait comme son bébé. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir qu'Anya évitait au maximum de sortir seule la nuit. C'était quelqu'un d'assez craintif. Elle avait fait une exception le soir de sa disparition, car elle n'avait que 10 minutes à parcourir entre son domicile et celui de son frère. Et l'inquiétude va monter d'un cran lorsque ses proches auront connaissance de ces derniers messages. Il ne lui ressemble pas. Déjà, partir sans prévenir pour aller fumer un joint avec un inconnu, c'est pas du tout son genre et tout bien réfléchi. Même la manière dont ont été rédigés les derniers messages ne colle pas avec les habitudes d'écriture d'Anya. C'est comme si quelqu'un d'autre les avait écrits. Ça sent mauvais. Alors les proches d'Anya commencent par quadriller les environs au cas où elle est quelque part. Alors ils la cherchent dehors dans la ville, ils appellent les proches, ils sont bientôt rejoints entre autres par la meilleure amie d'enfance d'Anya qui fera le déplacement, mais la pauvre étudiante reste introuvable. Alors, un peu plus tard ce jour-là, ils s'en vont déclarer sa disparition au commissariat d'Auburn. Nous sommes toujours le 24 octobre 2019. Et les proches n'oublient pas de signaler ce Eric. Et personne dans l'entourage d'Anya ne connaît ce Eric. Ils indiquent également dans quel véhicule circulait Anya. Et alors que l'enquête commence à peine et que le beau-père d'Anya est connu, il va mettre sa célébrité et son réseau au service des recherches. Il demande l'aide du public, l'aide des journalistes, bref. La famille est consciente que chaque minute compte. Quant au beau-père, il va littéralement mettre sa carrière entre parenthèses. Il va arrêter les entraînements et les combats pour se consacrer aux recherches de celle qu'il considère comme sa fille. Quant aux enquêteurs, dans un premier temps, ils vont essayer de retracer les derniers moments de la jeune fille. Pour commencer, un avis de disparition est diffusé dans toute la région. Et il va rapidement porter ses fruits puisque dès le lendemain, le 25 octobre, le véhicule d'Anya est localisé. C'est une Honda CR-V 2017 noire et elle a été abandonnée près d'un complexe d'appartements dans la ville de Montgomery, une ville voisine se situant à près d'1 heure en voiture d'Auburn. Montgomery qui est la capitale de l'État de l'Alabama. Et les nouvelles sont inquiétantes. La voiture est accidentée, elle a reçu plusieurs chocs et à l'intérieur du véhicule, le siège passager est maculé de sang. Et les analyses effectuées ultérieurement révéleront qu'il s'agit là du sang d'Anya. Et la quantité de sang est telle qu'il n'est pas exclu qu'il s'agisse là d'une blessure mortelle. Sans compter qu'il y a un impact de balle dans la porte côté passager, ainsi que des douilles dans le porte-gobelet gauche. Ajoutez à cela que la voiture sent très fort les produits de nettoyage. Il est clair que quelqu'un a tenté de nettoyer la trace de son passage. Et vous l'aurez remarqué, aucune trace d'Anya. La seule chose que l'on sait, c'est qu'elle est probablement grièvement blessée quelque part, si ce n'est déjà morte. En parallèle, les policiers analysent le bornage du téléphone d'Anya, bien qu'il demeure lui aussi introuvable, et il va être d'une aide précieuse, puisque le bornage va indiquer qu'à peu près à l'heure des échanges sur Snap avec son ami, le téléphone d'Anya a borné au niveau de la station Murphy Oil, toujours à Auburn. Puis son véhicule s'est dirigé vers Longleaf Drive et Cox Road, toujours à Auburn, en direction d'un lotissement. Puis il a ensuite descendu Wire Road jusqu'à Chuck Jordan Parkway, où se trouve une autre station-service, la station-service Chevron. De là, le téléphone s'est dirigé vers le nord de South College Street, en direction d'Auburn
Camp Road et c'est là que le téléphone a arrêté d'émettre. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, soit le téléphone est tombé en rade de batterie, soit il a été éteint. Alors les policiers vont concentrer leurs recherches dans ce périmètre. Ils vont taper à la porte des commerces, faire le tour des caméras de vidéosurveillance, faire une enquête de voisinage et ça va marcher puisque bientôt ils vont réussir à retrouver la trace d'Anya. Elle a été filmée le soir de sa disparition par les caméras de vidéosurveillance de la station-service de Chevron. Alors, les enquêteurs ne peuvent s'empêcher de penser que peut-être que quelqu'un de présent ce soir-là se souvient de quelque chose. Peut-être qu'elle a parlé à quelqu'un, peut-être que quelqu'un la suivait. Bref, ces images seront diffusées par voie de presse le 28 octobre et bien évidemment, les éventuels témoins sont priés de se manifester. Il est indiqué qu'elle s'est arrêtée dans le dépanneur à 23h21 pour acheter des chips aux oignons et un soda. Elle n'est restée pas plus de 2 minutes dans le dépanneur. Rien d'étonnant selon la maman. Depuis qu'elle est petite, Anya avait l'habitude de prendre une collation avant de dormir. C'était comme une sorte de rituel qu'elle a gardé à l'âge adulte. Donc bien qu'elle était craintive la nuit, ce n'est pas pour autant étonnant qu'elle se soit arrêtée pour acheter une collation. Ces éléments seront donc diffusés en boucle dans la presse qui se passionne pour cette affaire. Nombre d'habitants d'Auburn participeront d'ailleurs aux recherches et l'affaire va gagner en popularité, tellement d'ailleurs que le gouverneur lui-même, le gouverneur de l'Alabama, ou plutôt la gouverneure, Kay Ivey, mettra en place une récompense de 5 000 $ à toute personne permettant une arrestation. Mais ce n'est pas tout. Le beau-père d'Anya, qui souvenez-vous est une star de l'UFC, a permis, comme vous l'aurez compris, de populariser davantage l'affaire. Et touchée, Dana White, présidente de l'UFC, va ajouter 25 000 $ à la cagnotte de la gouverneure. Et impossible d'arrêter l'élan populaire, c'est un anonyme cette fois qui, touché par cette affaire, va proposer de rajouter 5 000 $ à la cagnotte, puis ça va être d'autres combattants de l'UFC ainsi que d'autres anonymes, et tout ça, toute cette générosité va permettre la mise en place d'une cagnotte de 150 000 $ de récompense à toute personne permettant de résoudre cette affaire. Et il va falloir attendre le 6 novembre, soit près de 2 semaines plus tard, pour avoir une nouvelle avancée drastique dans cette affaire. Ce jour-là, les autorités d'Auburn décident de diffuser une capture d'écran d'une vidéo de caméra de surveillance. Dessus, il y a un homme. Il est dit qu'il est, je cite, « une personne d'intérêt » et quiconque le reconnaît doit se manifester. Et ça a marché à une vitesse éclair. Dès le lendemain, cet homme est identifié. Il s'agit d'un certain Ibrahim Yazid, 29 ans, originaire de Montgomery. Hasard ou coïncidence, c'est précisément, souvenez-vous, à Montgomery qu'a été retrouvée la voiture d'Anya. Et s'il est une personne d'intérêt, c'est tout simplement parce qu'il était dans l'épicerie en même temps qu'Anya. Lui achetait de l'alcool et il ne cessait de regarder Anya tout du long. Et enfin, il lui a emboîté le pas au moment où elle a quitté l'établissement. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez des bornages du téléphone d'Anya ? Eh bien, les enquêteurs vont récupérer les images des différentes caméras de surveillance situées sur le trajet qu'a emprunté ce téléphone, afin de tenter de voir s'ils peuvent localiser ce Yazid sur le trajet du téléphone d'Anya. Et effectivement, Yazid va apparaître ce soir-là à divers endroits sur ce trajet. On peut même voir Yazid sortir du côté passager du véhicule d'Anya. Mais ce n'est pas tout. Sur les images d'une autre caméra de surveillance, d'une autre station-service, on peut le voir cette fois monter côté passager dans le véhicule d'Anya. C'est la dernière fois qu'on les verra. Ils ont ensuite quitté cette station-service à bord de la Honda d'Anya. Mais le plus inquiétant reste à venir. Un témoin va se manifester. Il séjournait dans un hôtel non loin du dépanneur Chevron, celui d'où proviennent ces images. Il explique qu'il était entré dans le dépanneur à peu près au même moment que Yazid. Il explique qu'en sortant, il a vu Anya et Yazid interagir ensemble à l'extérieur du magasin. Les deux semblaient discuter, puis se disputer, avant que Yazid n'empoigne Anya et ne la force à monter dans une voiture, qui, on le découvrira plus tard, est la voiture d'Anya. Une chose est sûre, Yazid a dû empoigner la jeune femme car elle ne voulait pas monter dans son propre véhicule. Le témoin a cru avoir affaire à un kidnapping, alors il était retourné en 4e vitesse à son hôtel. Il en avait parlé à sa femme qui lui avait dit de simplement se mêler de ses affaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le profil du suspect est des plus inquiétants. Au moment des faits, il était en libération sous caution. Il était accusé de possession d'herbe, de vol qualifié, d'enlèvement et, tenez-vous bien,
de tentative de meurtre. Il aurait donc dû être derrière les barreaux au moment du kidnapping. Mais il s'était acquitté de sa caution qui s'élevait à tout de même 295 000 $. C'est pour ça qu'il était libre, à ce moment-là, libre dans l'attente de son procès. Les faits s'étaient déroulés en janvier 2019, c'est-à-dire un peu plus tôt cette même année. Avec 3 comparses, Yazid avait battu, séquestré et volé 2 hommes dans un hôtel de Montgomery. Et le passage à tabac était si violent que l'une des victimes, un vieil homme de 77 ans, avait été laissé pour mort. Et il avait été sauvé miraculeusement par les urgentistes. Mais cette gravissime affaire n'en est qu'une parmi tant d'autres, tant Yazid a un long passé de criminel. En 2012 déjà, il avait été accusé de vol à main armée à Montgomery avec la complicité de 3 hommes, mais il n'avait jamais été inculpé faute de preuves. Et toujours en 2012, il avait cette fois tenté de tuer 2 policiers en emboutissant sa voiture dans la leur, mais étonnamment, il ne sera pas non plus inculpé dans cette affaire. Yazid semble comme par miracle échapper à toute condamnation, même s'il s'en prend à des policiers, ce qui est assez fou. La faute, dit-on, à un système judiciaire saturé qui hâte les affaires. Puis en juillet 2017, rebelote, il est arrêté cette fois pour coups et blessures aggravés sur un policier. Les faits s'étaient cette fois déroulés au Kansas, et l'année suivante, en 2018, il sera le principal suspect dans le meurtre d'un homme de 29 ans, un certain Stephen Hamby. Sans domicile fixe, le pauvre homme avait été tué par balle près d'un bâtiment de l'armée du salut où il avait ses habitudes. On ne sait pas pourquoi Yazid s'en est pris à Stephen, pour quelle raison il l'a attiré en pleine forêt. Il est vrai que tous les éléments de cette affaire n'ont pas été révélés au public. D'ailleurs, il serait plus judicieux de parler au conditionnel, dans la mesure où Yazid n'a, à ce jour, toujours pas été jugé pour cette affaire. Et d'ailleurs, il n'avait pas attiré Stephen dans ses bois seul. Il avait aussi attiré une autre sans domicile fixe, une certaine Géraldine Talley, 54 ans, et il lui avait tiré une balle dans le visage, la laissant pour morte. Géraldine survivra avant de mourir de cause naturelle l'année suivante. Et cette affaire, en réalité, est restée non élucidée. Yazid ne sera accusé qu'en juin 2020, à la lumière des nouveaux éléments. Et donc, comme je vous le disais, au moment de la disparition d'Anya, il était en liberté sous caution. Et 300 000 $, c'est quand même une somme énorme. C'est plusieurs maisons là-bas. Alors, comment Yazid a-t-il pu payer cette somme? Je me suis posé la question. Et ce n'est précisé nulle part. La seule chose que l'on sait, c'est qu'au moment des faits, il séjournait dans un hôtel à proximité de la station essence Chevron. Et donc, encore une fois, tout ça ne sent pas bon. Il est urgent d'arrêter le suspect. Un mandat d'arrêt est délivré à son encontre pour enlèvement le jour même. Mais voilà, il est introuvable. Il est identifié, mais il n'est pas localisé. De toute évidence, il a pris la fuite. Mais un coup de fil anonyme va conduire les enquêteurs à Pensacola, en Floride. C'est tout de même à 3h30 de route de la ville d'Auburn. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les officiers font appel à un groupe d'élite, le Florida Regional Fugitive Task Force, que l'on pourrait traduire par un groupe de travail régional sur les fugitifs de Floride. C'est une organisation spécialisée dans la localisation et l'arrestation des fugitifs. Et ce groupe d'élite va rapidement localiser Yazid. Ils le localiseront le jour même. Nous sommes toujours le 7 novembre. Il est alors 23h30. Il est localisé au niveau de l'autoroute Interstate 10. Yazid a refusé d'obtempérer après une course-poursuite sur l'autoroute. Il s'est échappé à pied, il a essayé de se cacher, mais un chien policier lancé à ses trousses le maîtrisera sans mal. Il sera ensuite envoyé à la prison d'Escambia avant d'être extradé en Alabama. Et en Alabama, il sera incarcéré dans la prison de Lee. Et cette fois, aucune caution n'a été fixée. Hors de question qu'il ressorte une fois de plus. Et très vite, Yazid sera placé à l'isolement. Son avocat a transmis des pièces au juge prouvant que des menaces de mort pesaient sur lui. Et il a été établi que le danger était réel. Plus d'un, pour diverses raisons, voulait lui faire la peau. Alors le juge a estimé que cette demande était recevable. Forcément, en parallèle à tout ça, Yazid est interrogé. À ce stade, rappelons qu'on ne sait toujours pas ce qu'est devenue la pauvre Anya.
Et Yazid nie tout en bloc. Il ne la connaît pas, n'a rien à voir avec sa disparition. Il dit simplement qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment, voilà tout. Et les investigations des enquêteurs vont les conduire à 2 autres personnes d'intérêt. Un certain Antoine Squirmy Fisher et un certain David Johnson Jr. Ils sont tous les deux accusés de complicité. Le premier, Squirmy Fisher, âgé de 35 ans, sera arrêté le 22 novembre. Il est soupçonné d'avoir aidé Yazid à s'enfuir, ainsi que de l'avoir aidé à éliminer des preuves. Et 3 jours plus tard, c'est au tour de David Johnson Jr. d'être arrêté pour entrave à la justice. Mais voilà, un juge va estimer qu'il n'y a pas assez d'éléments pour les accuser de complicité. Ils seront assez rapidement relâchés, mais tout ça n'aura pas servi à rien, puisque l'un d'eux va parler. Il s'agit de Fisher. Et il n'est lui aussi pas inconnu des services de police, puisqu'il a déjà purgé par le passé 3 ans de prison pour son implication dans un meurtre lié au trafic de drogue. Et Fisher va expliquer aux enquêteurs que le 24 octobre 2019 à l'aube, vers 5 ou 6 heures du matin, rappelons que les derniers SMS d'Anya, c'était la veille, aux alentours de minuit, Yazid s'est rendu chez David Johnson, un ami à lui, et lors de cette visite, Fisher a remarqué une Honda, c'est celle d'Anya, que Yazid avait garée dehors, non loin d'un buisson. Yazid avait expliqué à ses 2 amis qu'il était bientôt à court d'essence. Alors Fisher avait emmené Yazid à la station-service la plus proche, où ils ont acheté de l'essence avant de retourner chez Johnson. Mais Yazid n'en avait pas fini. Il a ensuite expliqué qu'il devait se rendre au cimetière. Bizarre, s'est dit Fisher. Il fait nuit, mais bon, après tout, pourquoi pas. Les 2 se sont rendus au cimetière, situé non loin de l'Interstate 85, dans le comté de Macon. Mason, peut-être. Puis Yazid a demandé à Fisher de l'attendre dans la voiture le temps qu'il fasse une toute dernière chose. Donc il est sorti et il s'est mis à traîner quelque chose de plutôt volumineux. Quelque chose qui était enveloppé dans une couverture. Et en regardant bien, Fisher s'est rendu compte que 2 pieds dépassaient. Yazid s'est ensuite enfoncé dans les bois qui bordent le cimetière. Il y est resté un instant, puis est revenu délesté de son lourd paquet. Et quand il est retourné dans la voiture, Fisher lui a dit « Dis-moi, ce que je viens de voir, ce n'est pas un corps, j'espère ». Ce à quoi Yazid lui a demandé de ne pas s'inquiéter, que de toute façon, tout ça n'aura aucune conséquence, ni sur lui, ni sur ses proches. Donc moi je pense, puisque je n'ai pas lu les informations, sachez que le juge a exigé des avocats de Yazid de ne pas communiquer avec la presse. Donc, dans quelle voiture sont-ils arrivés au cimetière ? Je ne sais pas. Et Yazid avait-il déjà déposé le corps d'Anya dans les bois à côté de ce cimetière ? Je ne sais pas. En tout état de cause, bingo, se disent les enquêteurs, ils tiennent là une piste, alors ils se rendent illico presto à ce fameux cimetière, ils vont fouiller les alentours, et quelques jours plus tard, le 25 novembre, ils vont découvrir, non loin de l'église baptiste New Hope, toujours dans le comté de Mason, une dépouille. C'est un squelette, et le crâne présente un trou dans la tête. Et si le corps est non identifiable, vu son piteux état, les policiers ne se font que peu d'illusions. En effet, avec les restes se trouvent des vêtements. Et les vêtements sont les mêmes que ceux que portait Anya le jour de sa disparition. Et il y a d'ailleurs, à côté du corps et des vêtements, un projectile en plomb. Et 2 jours plus tard, le 27 novembre, les résultats tombent. Ce corps est bien celui d'Anya. Si tout le monde s'en doutait maintenant, c'est sûr, elle est morte. Elle a été tuée par balle. Et la famille est dépitée, mais au moins, ils peuvent désormais enterrer leurs proches et commencer leur deuil. Et ce qui fera scandale, c'est cette libération sous caution d'un individu aussi dangereux. D'ailleurs, une pétition sera lancée et va rassembler des milliers et des milliers de signatures pour que les choses changent. Que dès lors que vous êtes dangereux et récidiviste, vous ne puissiez plus avoir accès à aucune caution. Quant à Yazid, il n'est plus accusé de simple enlèvement, il est désormais accusé d'enlèvement et de meurtre, et il risque gros, puisqu'il risque la peine capitale. C'est du moins ce que va demander le procureur. Une audience préliminaire devait se tenir en mars 2020, mais pandémie oblige à les repousser, et vous commencez à connaître l'amour, je pense, de Yazid pour les forces de l'ordre. C'est sans grand étonnement que les Américains apprendront que ce même mois, il a agressé plusieurs agents correctionnels. Il en a frappé un, il en a mordu un au mollet, bref, Yazid ne supporte pas la police. Et d'ailleurs, il risque 10 ans de prison pour ça. Son audience aura finalement lieu en juin 2020,
et l'affaire va être parasitée par des problèmes de compétences et de territorialité. Vous l'aurez compris, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas quand est-ce qu'il a tué Anya, on ne sait pas où il a tué Anya, donc rien n'indique que le coup de feu fatal ait été tiré dans le comté de Masson. Peut-être qu'il a été tiré dans le comté de Lee, et tout ça, ça va faire énormément retarder l'affaire. Il va falloir attendre mars 2023 pour que soit enfin jugée cette affaire. Yazid est alors âgé de 33 ans, et sachez que cette affaire est toujours en cours. Yazid attend encore, à ce jour, quel sera son sort. Et on présume qu'il va soit être condamné à mort, soit condamné à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette affaire a conduit, sachez-le, à une réforme de la justice concernant les libérations sous caution. Avant, dans l'État de l'Alabama, tout accusé avait le droit de bénéficier d'une libération sous caution, à l'exception de ceux qui encouraient la peine de mort. Mais la loi Anya, qui sera adoptée le 23 février 2021, va élargir les exceptions aux infractions jugées violentes, et c'est le juge qui aura la possibilité d'accorder ou non la caution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous l'aurez compris, on ne sait toujours pas à ce jour ce qu'il s'est exactement passé ce soir d'octobre 2019. On pense que Yazid a croisé la jolie Anya dans les allées de cette supérette, qu'il s'est mis en tête de la kidnapper, il a abordé la jeune femme au moment où elle allait dans son véhicule, puis il l'a traînée dans son véhicule. Où a-t-elle été tuée? A-t-elle été agressée sexuellement? Tout ça reste un mystère. Et on ne sait pas si on le saura un jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette affaire, à nous suivre sur nos réseaux, les Ucrime Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Ucrime pour une autre triste histoire, les amis.